Bonjour. Et bonjour à tous. On va vous proposer aujourd'hui un petit parcours autour de l'album ABC Bête que vous avez publié. Et le principe, c'est de faire une correspondance entre cet album et des œuvres du musée de Grenoble. Donc on a choisi ensemble trois œuvres qui vont illustrer votre propos, notamment sur la couleur, la mise en espace, et puis aussi évidemment on va parler de l'univers surréaliste, puisque il y avait quand même beaucoup de liens dans votre album avec cet univers-là. Très bien. Alors, juste pour présenter un tout petit peu le livre, comme son nom l'indique, un abécédaire qui est né au départ d'une commande du bureau du livre pour une exposition qui avait lieu à la foire de Francfort. Et ils avaient demandé donc à 26 illustrateurs de choisir une lettre et de l'illustrer. Suite à cette exposition, je me suis dit, tiens, ça serait amusant d'en faire un livre et donc de poursuivre avec toutes les lettres de l'alphabet, ce que j'avais fait à l'époque uniquement la lettre M. Voilà. Donc c'est juste pour vous présenter un petit peu le contexte de création du livre. Alors on va voir que c'est très onirique et on va essayer de partir justement dans le rêve avec un premier tableau qui est un tableau de Marc Chagall et qui s'appelle Le Marchand de Bestiaux. Alors, Marc Chagall arrive à Paris au début des années 1910 et il va découvrir, on peut dire, tout ce qui est nouveau dans la peinture. Il va découvrir les cubistes. Il va aussi au Louvre quand même, malgré tout. Et il est très marqué par les fauves. Donc on va voir justement ce travail de la couleur assez particulier. Mais il faut savoir quand même que Marc Chagall, quand il arrive, il est aussi rempli de tout son univers, et notamment de sa culture, puisque en fait il vit dans un Stelt, un petit ghetto juif en Russie. Et il va être vraiment marqué toute sa vie par les souvenirs de ce Stelt, et aussi cette culture des juifs hassidiques. Alors les juifs hassidiques ont la particularité de voir Dieu dans chaque chose, dans tous les moments de la vie. Et on a vraiment une vision du monde qui est très gaie, très joyeuse, avec beaucoup de musique. Et c'est vrai que dans l'univers de Marc Chagall, on retrouve ça, ces personnages qui sont toujours entre ciel et terre, puisqu'ils sont portés par Dieu, mais aussi cette musique. On a très souvent le violoniste qui revient, voilà, des personnages récurrents qui vont peupler son univers. Alors, ce qui est intéressant dans le marchand de tableaux, c'est que c'est au tout début de sa période de création. Et on voit que déjà, dès le début, dès 1910-1911, on a en germination, on pourrait dire, tout ce qui va développer par la suite. Donc, dans le marchand de bestiaux, il part d'un souvenir d'enfance qui est un souvenir avec son oncle, qui était boucher, et qui emmenait les bêtes pour se faire sacrifier. Donc on a quelque chose d'assez terrible. Il était en vacances chez lui et il accompagnait son oncle comme ça pour le sacrifice, on pourrait dire. Alors c'est un tableau qui est en frise. On a des animaux, donc ça nous intéresse beaucoup les animaux aujourd'hui, hein, avec l'ABC Bête. Ces animaux qui sont vraiment entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'on a la jument qui est à l'avant, on voit d'ailleurs qu'elle a le pied dans l'air, et qui porte la vie, puisqu'on peut voir dans son ventre ce petit être qui est à naître. Et puis derrière, sur la charrette, on va avoir l'animal qui part à l'abattoir. Hein, donc on a vraiment ce cycle de la vie et de la mort dans le tableau. On voit aussi évidemment des personnages qui vont illustrer le tableau, donc son oncle qui est aux commandes, on pourrait dire, de la charrue. Et puis ce qui est intéressant, alors c'est là qu'on voit dans le tableau ce personnage qui est à l'arrière, qui regarde vers l'arrière du tableau, qui porte aussi un petit être sur ses épaules et qui est entre ciel et terre, comme je le disais tout à l'heure. Alors, l'intérêt dans ce tableau, c'est qu'on voit que c'est pas du tout, c'est très narratif. Il raconte une histoire. On voit que c'est
onirique, c'est-à-dire que c'est pas du tout fidèle à la réalité. Donc ça, on va peut-être en parler justement. C'est pas fidèle à la réalité dans le travail de la couleur aussi. Là, on peut dire que les fauves l'ont certainement marqué, puisque c'est pas du tout fidèle à la couleur de la réalité. Vous voyez bien une jument rose. Et en même temps, ce sont des couleurs très vives, très crues. On a Chagall, c'est un très grand coloriste. On le voit dans ce tableau du début de sa carrière. Alors, ce qui nous intéressait par rapport à l'album ABC Bête, c'est justement on pourrait dire, cette liberté par rapport à la nature, par rapport à la réalité, et puis aussi ce travail de la couleur, qui est peut-être très symbolique. Donc, si vous vouliez bien... Oui. Alors, c'est vrai que le travail de la couleur, enfin moi, bon, après je pense qu'il faut d'abord aussi faire une différence entre l'illustrateur et l'artiste. C'est vrai que pardon. L'illustrateur d'abord, va travailler dans le but de faire un livre qui est destiné à un public. C'est d'abord de leur appliquer avant de l'art, j'ai envie de dire. Alors qu'on a chez un artiste comme Chagall quand même une liberté totale. Et il ne s'inscrit pas du tout dans l'économie du livre ou dans ce genre de choses. Nous, on a quand même cette idée qu'il faut... Voilà, on a un public auquel on s'adresse, on a des lecteurs, et on a quand même un objet livre qui nous contraint un petit peu par un format qu'on détermine au départ, par un choix du papier, par tout ça. Mais cela dit, c'est vrai que des illustrateurs sont quand même énormément influencé par toute l'histoire de l'art. Et comme vous parliez donc du travail de la couleur chez Chagall, vous parliez des fauves, on peut parler même de l'expressionnisme allemand avec d'Herbler-Reiter, ou justement avec ce travail sur la couleur des animaux qui est juste où l'artiste n'est pas là pour reproduire finalement la nature, mais en fait pour l'interpréter. Et c'est vrai que faire une jument rose comme chez Chagall, ou comme moi j'ai pu le faire dans l'ABC Bête avec des chevaux qui sont jaunes et d'autres animaux qui sont dans la couleur n'est absolument pas réaliste, c'est là où on peut établir effectivement un rapport entre les deux, je pense. Alors, on pourrait peut-être regarder la fameuse jument jaune, puisque chez Chagall, elle est rose. Elle est rose, elle est en radiographie. Et en radiographie, on voit l'intérieur. Ça aussi, c'est assez génial. C'est très enfantin d'ailleurs. Oui, complètement. Dans les dessins d'enfants, souvent, on va voir des choses qu'on ne voit pas dans la réalité. Oui, et c'est enfantin, et c'est aussi... je trouve on pourrait retrouver ça aussi dans des peintures rupestres ou ce genre de choses, des choses peut-être plus art premier ou voilà. Je trouve que la représentation très radiographique. Voilà, donc d'un côté on va avoir la lettre J, de l'autre on a la représentation du texte avec ces fameuses juments jaunes. Voilà. Et donc le texte, si vous voulez bien le lire. Alors, en fait, le texte est... donc moi, j'ai travaillé forcément les deux en même temps, puisque bon, le travail de l'illustration, c'est aussi ça, c'est aussi qu'il se passe des choses dans le texte qui vont pas forcément être toujours dans l'image et inversement. Là, on est quand même... on est sur un texte qui est aussi, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec les surréalistes, mais un travail qui est aussi sur la musicalité, sur le sens du texte n'a pas énormément finalement d'importance. C'est vraiment je les ai imaginés, ils travaillaient comme des petites, presque des petites ritournelles, des petites chansons en fait. Donc la lettre J, c'est: dans la jungle, le jardinier en jupe, juché sur sa jarre, juxtapose judicieusement de jolis juments jaunes. Voilà, donc on voit un peu déjà l'esprit dans les textes. On va en parler effectivement avec les surréalistes.
Là, c'est vrai que au niveau de la couleur, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans votre album, il y a vraiment une couleur très forte. On a souvent un jeu comme ça avec des couleurs pures, avec des contrastes assez forts. Donc, Oui, et c'est vrai que je pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh, c'est vrai qu'il y a un rapport à la couleur qui est aussi un travail pour moi en fait, je voulais que chaque image soit un peu comme finalement comme une affiche. Et je pense au travail là des affichistes comment il s'appelle, Savignac, voilà, ce genre de personnes, avec un fond très simple et un rapport de couleur très franc et très affirmé en fait. Et justement des couleurs qui sont pas forcément des couleurs primaires, mais des jaunes très forts, des rouges très forts, des noirs, des fonds noirs, ce genre de. Je pense par exemple à ce, ce genre d'image aussi. donc là, on voit aussi que c'est très très contrasté avec le fond noir, Ouais. effectivement, le rouge qui ressort. Et donc, alors on n'a pas parlé de la technique, mais c'est de la peinture acrylique. Et ce qui, donc enfin, on n'est pas, enfin, comment dire. Euh, Moi, j'ai aussi en tête, enfin, j'ai toujours en tête le fait que je m'adresse d'abord à des enfants. Donc, Mm. le travail de la couleur, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est très important en fait. Parce que la lecture de l'image, j'ai envie qu'elle se fasse d'abord par la tâche et pas forcément par le trait en fait. Et voilà, d'où le travail très contrasté. Alors, donc ça, c'est par rapport à la couleur. On va peut-être aborder un autre thème qui est plus le texte et puis le lien justement avec les artistes surréalistes. Où on va parler d'un deuxième tableau qui est un tableau de Francis Picabia dans les collections du musée. Francis Picabia, c'est un artiste très très varié. Contrairement à Chagall, on n'a pas un répertoire qu'on va retrouver tout le temps. Ce qu'on sait, c'est qu'en revanche, il a une méthode de travail qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, de manière assez systématique. Il va réutiliser des images. Alors, on pourrait dire, dans sa bibliothèque d'images, il a notamment tous les clichés de son grand-père qui parcourait l'Europe entière pour voir des œuvres d'art et qu'il photographiait en noir et blanc. Donc, il avait en fait tous ces clichés chez lui et qu'il utilisait après dans ses tableaux. Donc il y avait ça, il y avait aussi des revues qu'il réutilisait. Et on a régulièrement chez Picabia une méthode, une sorte de collage très habile, où il va mêler en fait tous ces univers variés. Alors, on a parlé du surréalisme parce qu'on a vraiment cette idée du détournement de l'image, c'est-à-dire qu'évidemment, cette image, il ne va pas la coller directement comme ça dans son tableau, il va la retravailler. Et donc, dans l'œuvre du musée, Salicis, c'est justement plusieurs univers qui sont variés, qui va transcrire dans son tableau. On a Adam et Ève au milieu du tableau. Hein, on est en train de voir Ève superposer l'aigle de Prométhée. Donc là, c'est la mythologie grecque et romaine. Hein, donc c'est encore un autre univers. Donc Adam qui est sur le côté. On voit aussi la référence à la Renaissance italienne, ce trait qui fait beaucoup penser à Botticelli, ces personnages qui sont très, très renaissants dans le visage, dans la ligne aussi. Hein. La ligne, elle est vraiment très présente dans cette œuvre-là. Et puis après, il superpose d'autres symboles, des étoiles, des lignes serpentines comme ça qui errent dans tout le tableau. Alors, ce tableau-là fait partie d'une série qui est la série des transparences qui va commencer dans les années à la fin des années 20. Excusez-moi. Qui s'appelle Les Transparences. Et il raconte qu'un jour, il est rentré dans un bar à Marseille
et qu'il a vu dans la vitrine ce qui se passait derrière avec le reflet de l'extérieur. Et donc il a eu cette idée de superposition d'images, de collage, qui va donner naissance à ces très belles images, on pourrait dire, des transparences, cette idée du collage. Alors, pour faire référence à l'univers surréaliste, dont on va parler aussi maintenant, on a l'idée du collage, l'idée aussi du jeu avec les mots, puisque cette œuvre-là s'appelle Salicis. Alors, elle fait partie d'un ensemble de 4 tableaux. C'est une commande que Rosenberg a faite aux artistes qu'il avait dans sa galerie. Il va leur demander d'orner en fait son appartement, et Picabia va proposer ce qu'il appelle les allégories. Donc ce sont 4 tableaux. Et alors le nom, c'est là où c'est très drôle, c'est-à-dire que le nom, c'est complètement au hasard. Ça serait beaucoup plus justement surréaliste, puisque il va choisir le nom des tableaux dans un répertoire des papillons de l'Europe. Et donc il choisit au hasard le nom d'un des papillons. Donc là, c'est Salicis. Évidemment, on ne connaît pas ce papillon Salicis. Et qui montre aussi le décalage, hein, c'est-à-dire pourquoi Salicis, ça n'a aucun lien avec l'image qu'on montre, et c'est complètement absurde. Donc ça, je parlais du surréalisme parce que les surréalistes, au départ, on peut quand même dire que c'est un mouvement littéraire, avant d'être un mouvement pictural. Et donc ils ont beaucoup joué avec les mots, ils ont beaucoup joué le fameux cadavre exquis. Voilà, et dans votre livre, on peut dire que les textes, on a cette idée-là, c'est-à-dire qu'on se donne une règle au départ, on a l'impression, voilà, la lettre L, là je suis sur la lettre L, et tous les mots vont commencer par cette lettre, et ça va donner forcément quelque chose d'absurde, hein, qui n'est pas du tout comme dans la réalité. Donc si vous voulez bien parler de cette... Oui, c'est là où on voit, comme vous dites, l'influence de ce mouvement, mais surtout aujourd'hui sur l'édition, sur la pub, sur la communication, c'est un mouvement quand même qui a influencé tellement de choses aujourd'hui. Et c'est vrai que là, on peut penser à l'écriture automatique, au cadavre exquis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où j'en reviens toujours aux enfants, mais même si on s'adresse à des enfants, le sens c'est pas grave que le sens n'est pas de, j'ai pas enfin c'est pas qu'il n'a pas d'importance, mais j'ai envie de dire que la musicalité est plus importante. Et par exemple pour la lettre D, euh, D comme voilà, comme dindon par exemple, et donc cette phrase, c'est dans une danse délurée, les dindons dodelinent et se dandinent avec dédain sur le ding-dang-dong des dorifores. Donc là, on est vraiment dans une allitération, dans une espèce de petite chanson, même si on comprend pas tout le sens des mots, et c'est pas très grave. Moi, je trouve que justement, ce qui est important, c'est là, on est vraiment dans la chanson, en fait. Alors ça peut être lu, ça peut être scandé, ça peut être chanté, Voilà, et du coup, c'est très drôle, hein. Aussi, évidemment, comme quand on fait un cadavre exquis, on va comme ça découvrir quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé. C'est-à-dire que on va retrouver ça après avec l'Oulipo, hein. C'est-à-dire on se donne une règle, et ce qui est génial, c'est que l'humour va arriver, finalement. On va beaucoup rigoler. D'ailleurs, en regardant votre livre, c'est très drôle. Moi, je crois beaucoup à l'humour, d'ailleurs, pour la communication avec les enfants. Je trouve que c'est. On dit souvent que les enfants n'ont pas ce second degré, mais moi, je trouve qu'au contraire, il y a un second degré chez les enfants qui a un humour. Je compare souvent ça à la différence que je fais entre un ballon de foot qui rebondit et un ballon de rugby. Quand je jette un ballon de foot, ça a une trajectoire assez linéaire. Un ballon de rugby, on ne sait pas vers où ça va rebondir. Et je trouve que l'humour des enfants, c'est un peu ça. Et j'avais envie qu'on retrouve ça, qu'on retrouve cette espèce de côté un peu absurde, en fait, et d'association de mots qui vont pas forcément ensemble, ou enfin qui sont pas faits pour qu'on les accorde, et qui tout d'un coup prennent un sens particulier, et donc donnent une image en plus, donnent une image mentale, moi qui m'a tout de suite aidé pour les illustrations. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que
on est en face d'un objet, hein, l'objet livre, et on pourrait dire l'illustrer, on va partir dans un autre univers qui est celui de Joseph Cornell. Joseph Cornell, c'est cet artiste américain très proche des surréalistes. Les surréalistes l'avaient reconnu comme un des leurs. Bon, lui, il n'a jamais voulu faire partie du mouvement. C'est un artiste qui n'a jamais voyagé, qui est toujours resté aux États-Unis, qui sortait très peu de chez lui. Mais on peut dire qu'il voyageait dans sa tête et il voyageait à travers les œuvres qu'il a produites, notamment ces fameuses boîtes. C'est surtout pour ça qu'on le connaît. Alors au musée de Grenoble, on a la chance d'avoir justement une boîte qui date de 1950. Et c'est dans cette boîte, il va organiser des objets, c'est-à-dire que il était tout le temps en quête d'objets qu'il récupérait. Et c'est ce qu'on va appeler le détournement d'objets. Bon, ça c'est très très surréaliste aussi, hein, c'est-à-dire que l'objet va devenir autre chose. Donc là on voit la boule qui est à l'intérieur devient une planète, puisqu'en fait cette œuvre fait partie de toute une série sur les planètes. Et il utilise en fait dans le fond de la boîte du collage, alors de l'autre côté, là on voit en fait ce sont des pages d'un livre, un livre français, puisque il était quand même fasciné par les Français. Il avait beaucoup de livres chez lui qu'il utilisait justement pour ses collages. Donc ça aussi, hein, on retrouve cette idée du collage, que ce soit le fond de la boîte ou le devant de la boîte. Et donc on a au fond de cette boîte des cartes du ciel qui vont donner comme ça la destination, c'est-à-dire qu'on part dans l'univers du ciel, dans cette carte du ciel, et vous avez ces anneaux qui sont en fait des bracelets détournés qui évoquent évidemment les anneaux de Saturne, ou voilà, on ne sait pas trop. Alors après, c'est très surréaliste, c'est-à-dire qu'on rentre dans la boîte et c'est à chacun de projeter son univers mental, son histoire. On va se raconter sa petite histoire. Alors pourquoi les verres? En fait, il y a des verres cassés. On ne sait pas trop en fait. On a aussi du bois flotté tout en haut qui est dans la boîte. Et finalement, on est comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il joue avec ses petites figurines, avec des morceaux de bois, il raconte son histoire, hein. Il va placer les objets, il raconte son histoire. Ce qu'on sait aussi, c'est que Joseph Cornell avait un frère qui était handicapé, qui était à la maison, qui restait en permanence, qui ne pouvait absolument pas sortir. Et c'était pour lui un moyen de le faire rêver, c'est-à-dire qu'il pouvait aborder le monde à travers l'imaginaire de son frère, et donc des objets qui pouvaient évoquer l'espace, alors carrément l'espace, carrément, ou la forêt. Donc on a une multitude de boîtes qui représentent finalement le monde, mais à travers l'imagination de son grand frère, hein, de Joseph. Voilà. Donc c'est quand même assez génial, cette idée de la boîte. Et voilà, et ça permet aussi d'aborder la notion d'objet, peut-être, et de narration. Oui, parce que c'est vrai que, enfin, particulièrement dans cet album, c'est vrai que moi l'idée c'était aussi au départ de collecter des mots, un peu comme on collecte des objets comme ça, et de les rassembler et ensuite de les placer dans une illustration, donc dans un espace clos, et voir comment tout ça pouvait rentrer en fait. Et donc dans l'illustration, il y a aussi cette idée un peu de boîte, parce qu'on est voilà, il y a quand même le format du livre qui nous contraint. Et même si même si on est quand même sur l'illustration à plat, il y a quand même cette idée aussi d'espace en fait. Et ce que je trouve moi très intéressant dans son travail, c'est ça, c'est l'idée qu'on collecte des objets et qu'on les fait rentrer dans un espace comme ça, et on les associe, mais après chacun y trouve sa petite histoire, comme un enfant dont vous parliez tout à l'heure, se raconte des histoires avec trois morceaux avec trois objets ou trois morceaux de bâton. Et là, c'est un peu ce travail je pensais en particulier à une des illustrations qui est la lettre M. M comme monstre, où là justement je me suis amusé à essayer de montrer cet animal, enfin ce monstre qui est
trop grand, qui est complètement coincé dans cette page. Et, même s'il n'y a pas justement cette notion d'espace qu'on parlait tout à l'heure des fonds unis, il n'y a pas de perspective, mais on essaie quand même de représenter un espace voilà, juste par le jeu avec le format. Oui, là c'est vrai, on a l'impression qu'il est vraiment contraint par le cadre. Ce personnage va rentrer dans le cadre et il est voilà, complètement serré à l'intérieur de cet espace. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est cette idée que finalement, c'est le principe de la littérature, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un livre et là, on a un univers qui se développe. Hein, on est, bon là, c'est multiple, hein, puisqu'on a à chaque fois une petite histoire pour chaque lettre. Comme chez Cornell, c'est-à-dire que d'un coup, hop, on s'engouffre et ça y est, on démarre, quoi. On part est dans un univers, ouais. Voilà. Et je pense à d'autres illustrations sur lesquelles il y a aussi une narration qui est hors champ en fait. C'est-à-dire que naturellement, je vais pas retrouver la page. Voilà, je pense par exemple à ça où on a des personnages qui sortent du champ. On ne sait pas justement. Donc c'est les quadrupèdes. Voilà, ce sont les 4 quadrupèdes quadragénaires se querellent quotidiennement pour un quignon sur le quai. Et voilà, on a une narration qui se fait par le hors-champ. Là, on a un personnage qui sort de la page. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est un animal, un humain. Mais voilà, ça raconte quand même. Ça raconte autre chose. Ça raconte. Après, on peut continuer les histoires justement par tout ce qui se passe en dehors du livre, en dehors de la page. Oui, on pourrait imaginer un enfant qui fait le même jeu, c'est-à-dire que voilà, il a vu cette lettre Q, et lui, qu'est-ce qu'il pourrait inventer? C'est-à-dire que quand on raconte une histoire à un enfant, très souvent, alors lui, il aime bien, quand il connaît bien le texte, qu'on lui redise chaque fois exactement pareil, mais on peut aussi, lui, l'interroger, c'est ça qui est génial, le faire partir dans son imaginaire en disant, mais toi, avec la lettre Q, qu'est-ce que tu aurais imaginé? Quel aurait été l'animal? Ah oui, et là, on part souvent dans des imaginaires complètement surréalistes justement. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Voilà, donc si vous aviez... alors, on va peut-être vous montrer quand même le livre, la couverture du livre. Alors, vous le destinez à quel âge en fait? C'est très varié, j'imagine. De 0 à 99 ans. Non, moi j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait je pense pas forcément à un âge quand je le fais. C'est vrai que les éditeurs aiment bien définir les livres par rapport à un âge. Moi je pense qu'à partir de même 4-6 ans, on peut commencer même si on comprend pas tous les mots, même s'il y a des choses qui nous échappent, je veux dire, c'est pas très grave. Mais je pense qu'on peut commencer à 4-6 ans. Hier, j'ai fait des rencontres dans des écoles dans un lycée, le lycée Louise Michel, où ils avaient justement travaillé sur cet album. Donc même avec des plus grands, ça marchait très bien aussi. Et voilà, je pense que moi, je suis pour que les livres jeunesse circulent à travers les âges. Donc Chez les jeunes vieux, en fait. voilà, c'est ça. Ou les vieux jeunes, je ne sais pas. Alors juste en parallèle, donc le musée a créé un petit atelier qui est en lien avec votre album, et qui est aussi destiné aux enfants, mais qui peuvent jouer avec leurs parents ou leurs grands-parents. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, découvrir cet atelier qui sera en ligne mercredi.